Bonjour à toutes et à tous mes chers youtubtateurs, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va très bien. Comme vous pouvez le voir, je filme cette vidéo en soirée. Donc j'ai allumé les petites lampes de chaque côté pour donner une ambiance un peu particulière à cette vidéo. Mais je trouve que c'est pas plus mal. Aujourd'hui, on va donc commencer cette mini-série de vidéos sur l'astronomie, qui sera encore une fois énoncée et transmise avec beaucoup de générosité, d'amour et de bonne humeur, comme vous avez l'habitude avec moi. Donc, après avoir terminé notre série de vidéos sur l'astrologie, on bifurque, on dévie légèrement sur une autre discipline scientifique qui est tout aussi fascinante et passionnante que l'astrologie. Je parle bien sûr de sa sœur jumelle qui est l'astronomie. Et d'ailleurs, ces deux disciplines scientifiques vont coexister et vont même fusionner jusqu'au moment du siècle des Lumières. Certains philosophes de cette époque décident de dissocier ces deux disciplines pour en faire deux entités indépendantes, ce qui est vraiment dommage. L'une va être reléguée au statut de pseudo-science et l'autre va être renforcée et va obtenir un statut particulier, voire de science fondamentale dans la compréhension de l'univers. Donc, pour mieux cerner l'astronomie, il faut d'abord comprendre que c'est ce qu'on appelle la science de l'observation des astres. C'est une science extrêmement large qui va du microcosme au macrocosme sur toutes les échelles existentielles. On parle dans sa plus petite forme de physique quantique, c'est-à-dire l'étude de la matière dans sa structure atomique et moléculaire, jusqu'à l'étude de l'univers qu'on appelle la cosmologie, mais qui est une branche de l'astronomie. On a aussi l'étude des galaxies, des étoiles ou des planètes, ce qu'on appelle l'astronomie galactique, astronomie stellaire ou la planétologie. Ce qui permet également de déterminer leur masse, leur température et leur luminosité. Dans cette première vidéo, je vais revenir un peu sur les premières formes de calendrier qui ont pris naissance avant l'Antiquité et le monde helléniste de la Grèce antique. Je parle notamment du système de calendrier des Égyptiens et des Sumériens. C'est ce qui m'intéresse le plus. Même si l'astronomie hindoue et chinoise était aussi particulièrement développée. Ensuite, dans une deuxième vidéo, je parlerai cette fois-ci de la Grèce antique et des principales percées scientifiques et mathématiques majeures dans le domaine de l'astronomie qui ont pu être effectuées, jusqu'à l'époque de Galilée, Copernic, Kepler, qui ont modifié la vision de l'astronomie. Et dans une troisième partie, bien sûr, je parlerai des grandes découvertes qui ont été faites au XXe siècle, 19e, 20e siècle, et comment ressemble l'astronomie à notre époque. Bon, sans plus tarder, on commence avec cette première vidéo. Alors, il faut remonter à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ pour trouver les premières traces officielles de l'astronomie. Je dis bien officielles, puisque l'astronomie est une science qui a toujours existé pendant plusieurs millénaires, même avant sa période reconnue. On sait par exemple qu'au néolithique, les cultures et les civilisations qui vivaient à cette époque se servaient comme point de repère de cercles de pierre qu'ils agençaient d'une certaine manière pour désigner les équinoxes et les solstices de chaque saison. Comme exemple principal, je peux vous citer Stonehenge dans le Wiltshire, en Angleterre, qui constitue un cercle concentrique en deux parties, au sein duquel se serait retrouvé une disposition de pierre en forme de fer à cheval. En tout cas, c'est de cette manière dont il est représenté dans les différentes reconstitutions qu'ont pu effectuer les archéologues. Mais ces cercles de pierre, on les retrouve partout dans le monde. C'est pas spécifiquement représenté en Angleterre. Et donc cela prouve bien que ces différentes cultures avaient une certaine façon d'observer les étoiles qui était très précise. Puisque pour autant que je sache,
on a toujours été capable de voir la nuit les étoiles dans le ciel. Et il n'y a pas meilleur moyen de se repérer que d'observer nos magnifiques astres célestes. Pour commencer, je vais donc parler des premières formes de calendrier apparues en Mésopotamie, avec la succession de différentes civilisations. La civilisation sumérienne, assyrienne, akkadienne, chaldéenne et babylonienne. Et ensuite, je parlerai de la civilisation de l'Égypte antique qui me fascine et qui me passionne énormément. Et dont j'aurai l'occasion d'enquêter encore plus en profondeur lorsque j'irai moi-même me rendre sur place et que j'irai visiter les différents temples et pyramides qu'on connaît tous. Ça fait partie des surprises. Alors, pour ce qu'il faut savoir, c'est que les Sumériens ont développé un système astronomique absolument extraordinaire. Ils ont réussi, en l'espace de 3000 ans, selon la science officielle, à développer l'arithmétique, l'algèbre et les différentes tables de multiplication, division, soustraction et addition, en même temps que les formes carrées, cubiques, ce qui dénote, on va dire, une immense connaissance des mathématiques rapportées au déplacement des astres dans le ciel. Même s'ils ne déterminaient que leur mouvement, c'était réalisé avec une perfection incroyable. Pour commencer, les Sumériens avaient déjà réussi il y a 3000 ans à décomposer chaque année en 12 mois de 30 jours. On sait que cette période de 30 jours permet de dessiner un cercle à 360 degrés, puisqu'ils ont inventé le système sexagésimal. À l'époque moderne, on utilise le système décimal que nous a apporté Pythagore, mais ça j'en reviendrai dans la seconde vidéo. Mais le système sexagésimal porte son nom du nombre 60. Pourquoi ils ont utilisé ce nombre 60 ? Pour beaucoup de chercheurs, ça reste une énigme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus petit nombre qui est divisé par les 6 premiers nombres entiers, que sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous obtenez un nombre entier en le divisant par ces 6 nombres-là. Ce qui facilite immensément les calculs réalisés à la main. Moi, il y a une autre question que je me pose, et dont j'ai pas beaucoup trouvé la trace dans les différentes sources d'informations que j'ai pu lire sur internet, c'est comment les nombres ont-ils été inventés ? Parce que pour savoir que 1 équivaut à 1, que 2 équivaut à 2 ou 3 équivaut à 3, il faut savoir sa forme, mais également sa correspondance numérique. Et ça, c'est une vraie question à se poser parce que c'est universel. Vous pouvez voyager à l'étranger dans n'importe quel pays, même si vous ne parlez pas la langue, vous saurez tous communiquer en termes de nombres. Et moi, je trouve ça complètement fascinant. Donc, pour en revenir au système sexagésimal, c'est la principale percée scientifique qui a pu être effectuée par les Sumériens. C'est la circonférence de 360 degrés d'un cercle. Et il se trouve que si on le divise par 6, on obtient le nombre 60. C'est pour ça que ce nombre-là est vraiment très intéressant et pratique. Ensuite, pendant la période des Chaldéens, ils ont réussi également à décomposer les journées en 60 minutes et en 60 secondes, en reprenant le même modèle sexagésimal. Ils réussissaient aussi à résoudre des équations algébriques qu'ils avaient eux-mêmes formulées. C'est qui leur permettait justement de déterminer avec précision le mouvement des astres dans le ciel. On dit aussi que ce seraient les Chaldéens qui auraient été les premiers à créer cette animalisation du zodiaque, c'est-à-dire à créer une première forme d'astrologie. Bien sûr, selon toute vraisemblance, l'astrologie est bien antérieure à la date estimée officiellement
par les différents chercheurs dans le domaine. Et d'ailleurs, si vous avez lu ma traduction du 6e livre de Radoucine Amar, Jeunesse oubliée, que vous pouvez trouver en lien téléchargeable gratuit sur ma chaîne, c'est il y a 432 000 ans que toutes ces connaissances nous ont été apportées lorsque le vaisseau de Nibiru, appartenant à la civilisation Anunnaki, tel qu'on peut l'observer sur les différentes tablettes cunéiformes sumériennes, sont arrivés sur notre planète et nous ont transmis toutes ces connaissances. Même si au début ils nous ont légèrement réduits en esclavage dans leurs propres objectifs, qui étaient d'extraire certains minerais, dont l'or monoatomique, qui est essentiel à leur survie, et qui apparemment aurait un aspect curatif et régénératif, notamment concernant leur atmosphère, l'atmosphère de la planète d'où ils seraient issus, qui d'après les différents récits, aurait été mourante à cette époque, et que pour préserver leur race, ils avaient besoin d'extraire ces différents minerais. Mais bon, ça c'est une toute autre histoire. Les premiers calendriers inventés étaient principalement lunisolaires, puisque chaque mois de l'année était organisé selon le cycle de la Lune, tandis que les années étaient constituées en fonction du cycle du Soleil. C'est le moment parfait pour marquer un petit moment de pause et de vous expliquer un petit peu comment fonctionnaient ces années lunisolaires pendant cette époque de la Mésopotamie ancienne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils basaient leur observation des mois sur une période de 29 à 30 jours. Pourquoi ? Puisqu'il se trouverait qu'en moyenne, la période de révolution synodique de la Lune autour de la Terre prendrait environ 29 jours et demi. Donc forcément, c'est pas totalement 30 jours ni non plus 29 jours. Ce qui fait qu'ils alternaient par des mois de 29 à 30 jours. Pourquoi synodique ? Ça veut dire tout simplement qu'ils basaient leurs observations d'après ce qu'ils voyaient eux-mêmes sur le sol terrien. Mais il existe une autre forme d'observation, qui est la forme d'observation orbitale ou céleste, ou sidérale, qui explique qu'une lunaison, donc un cycle complet de la Lune de sa nouvelle Lune à sa prochaine nouvelle Lune, prendrait 28 jours. Et dans ce cas-là, on ne prend pas en même temps en compte la révolution de la Terre autour du Soleil. Parce que c'est cette impression visuelle qui fait qu'il y a une différence entre la manière dont on observe une lunaison depuis le sol terrestre et depuis l'espace, comme pourrait le faire un satellite. Voilà, je voulais simplement un petit peu éclaircir ce point-là. Maintenant, je vous laisse poursuivre avec la suite de la vidéo. Par exemple, les Assyriens ont créé un calendrier fonctionnant sur un empilement de 29 à 30 jours. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, ils arrivaient à 154 jours, ce qui est bien sûr différent des 165 jours d'une année solaire. Donc ils intercalaient un mois de 11 jours pour combler cet écart. Le plus fascinant dans tout ça, c'est que toutes les autres civilisations autour du monde ont découvert le même système à la même époque. Alors qu'apparemment, d'après les différents historiens et archéologues, ils n'avaient aucune manière de communiquer les uns avec les autres. Ils étaient tous en autarcie. Alors comment expliquer la même ressemblance, que ce soit en Égypte, en Mésopotamie, en Inde, en Amérique centrale ou même en Chine ? Je pense que quelques petites idées peuvent commencer à germer dans votre tête. Aussi, les différentes civilisations mésopotamiennes vont inventer le système de semaine et le fait que la semaine comporte 7 jours, qu'ils vont associer aux 7 premières planètes de notre système solaire. Lundi la Lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne et dimanche le Soleil. Alors pourquoi avoir choisi le nombre 7 ? Puisqu'apparemment la Lune prendrait environ 7 jours pour changer de phase. Et ces 4 phases principales prennent 7 jours. Et c'est à raison de cet enchaînement de durée qu'ils atteindront environ le nombre 28 qui correspond à la période de révolution sidérale de la Lune. En astronomie, il y a 2 points importants qu'il faut comprendre.
c'est que la rotation de la Terre prend environ 24 heures à se faire et que sa révolution autour du Soleil prend 365 jours. Et c'est de cette manière dont est organisées les journées et les années. Sauf qu'à cette époque-là, les différentes civilisations antiques n'avaient pas les mêmes points de référence et ne s'appuyaient pas sur les mêmes éléments. Par exemple, en Égypte antique, l'étoile de référence était Sirius, Sophis en Grèce antique. Le lever héliaque de Sophis se produisait tous les 19 juillet et ils ont pu observer que 2 levers héliaques consécutifs de Sirius étaient séparés de 365 jours. C'est de nouveau le moment pour moi de faire un arrêt sur image et d'ajouter une note de bas de page. Alors, le lever héliaque d'une étoile consiste au lever simultané d'une étoile avec le lever du soleil, d'où le nom héliaque, qui est dérivé de Hélios, le dieu du soleil en Grèce antique. Pour rendre les choses un peu plus claires, dites-vous que ça correspond à la première fois qu'une étoile ou qu'un groupe d'étoiles est visible dans le ciel à l'aube, quand le soleil n'a pas totalement envahi le ciel et ébloui les autres étoiles, et donc avant qu'elles disparaissent de notre champ de vision. En ce qui concerne Sirius, le lever héliaque de Sirius est assez connu, puisqu'en Égypte antique, c'était un point de référence pour l'observation astronomique. Mais d'autres étoiles ont aussi servi à ça. Et d'ailleurs, le système des décans est directement dérivé des levées héliaques des différentes étoiles. Ils en ont comptabilisé 36 et ils ont aussi scindé les mois de 30 jours en 3 parties, correspondant à 3 décades de 10 jours, ce qui fait qu'il y en a au total 36, puisque 12 fois 3 égale 36, 12 équivalent aux 12 mois de l'année, et 36 décans, sauf que les décans ne se mesurent pas en durée, mais simplement en espace. C'est-à-dire que ça correspond à une zone du ciel. Par exemple, la première heure de la nuit va correspondre au premier décan, et ce pendant une période de 10 jours. Et si pendant cette première heure de la nuit, il y a une étoile ou un groupe d'étoiles qui se montre assez visible dans le ciel étoilé pendant la nuit, eh ben on va considérer que cet astérisme, ce groupe d'étoiles, appartient au premier décan. Et ça va durer pendant 10 jours. Ensuite, lorsqu'on va passer à la deuxième décade de 10 jours, on va avoir un deuxième groupe d'étoiles qui va correspondre au deuxième décan, et ainsi de suite. Et c'est de cette manière-là que les Égyptiens vont arriver à 12 décans pour une nuit de 8 heures. Et c'est de cette manière-là également qu'ils vont réussir à atteindre une durée de 24 heures pour une journée complète. Voilà. Je pense que j'ai été assez clair. Maintenant, c'est la reprise de la vidéo. Ce qui leur a permis de créer, d'après la science officielle, le premier calendrier complètement solaire, de 30 jours. Ils ajoutaient ce qu'on appelle 5 jours épagomènes aux 360 jours, consacrés aux 5 divinités de leur panthéon, que sont, dans l'ordre, Osiris, Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys, appartenant à l'Énéade des 9 dieux de la création, tels que transmis dans la mythologie égyptienne. Mais revenons bien sûr d'abord à l'histoire de la civilisation mésopotamienne et les créations des premiers calendriers dans cette région du monde. Ils ont donc, grâce à leur très grande acuité visuelle et leur bon sens, leur vision globale du cosmos, ont créé le système sexagésimal, qui est un des systèmes les plus précis jusqu'à notre époque, qui apparemment serait issu d'une autre civilisation antérieure aux Sumériens, qui connaissait un système fonctionnant avec 5 et 12, puisque nous avons 12 phalanges et 5 doigts. Sauf que pour connaître ces chiffres-là, ces nombres-là, il fallait bien avoir une science des nombres. Et ces nombres-là nous ont bien été apportés d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils s'universalisent ensuite. C'est pour cette raison que, selon moi, les nombres sont d'origine extraterrestre. Mais bon, ça ne relève que de moi. Ils ont également
développé les mathématiques de façon spectaculaire, donc en réussissant à résoudre des équations algébriques, en pratiquant l'arithmétique, en inventant les différentes tables d'opérations, de calcul, et en créant les premiers calendriers lunisolaires. Passons donc maintenant à l'Égypte antique. L'Égypte antique a connu ses premiers calendriers, à peu près aussi au 3e millénaire avant Jésus-Christ, et c'était basé sur la corrélation entre la crue du Nil et le lever héliaque de Sirius, qui se produisait chaque année le 19 juillet. En raison de la précession des équinoxes, la plupart des historiens disent que maintenant il n'y a plus aucune cause à effet, puisque le lever héliaque de Sirius se produit en août. Or, la crue du Nil s'effectue au mois de juin. Par contre, c'est intéressant puisque la crue du Nil s'est décalée. Elle se produit plus tôt dans l'année, puisqu'avant c'était le 19 juillet. Donc si c'est le 19 au 20 juin, il faut réussir à comprendre pourquoi ça s'est décalé d'un mois. Je pense que Sophis, ou Sirius, est aussi impliqué là-dedans. Pour moi, il n'y a pas de coïncidence. Mais la loi de cause à effet, elle, est par contre totalement véridique. Et d'ailleurs, il est prouvé scientifiquement. Et là-dessus, j'ai pas besoin d'apporter d'autres preuves scientifiques pour venir étayer ou attester mes propos. La Lune a un impact sur le niveau des marées. Quand on est en marée basse, la Lune est la moins visible et transmet le moins d'énergie, alors que quand la mer est à marée haute, la Lune, au contraire, est la plus avancée dans le ciel. Donc, dans ce cas précis, pour moi, il y a un impact astrologique. La crue du Nil, la cause, le lever héliaque de Sirius, la cause engendre la crue du Nil, qui est l'effet. Et c'est de cette manière qu'étaient organisées les saisons en Égypte antique qu'ils appelaient les tétraménies, que sont 3 saisons de 4 mois. Il y avait la saison des inondations, donc qui commençait le 19 juillet, premier jour de l'année. Ensuite, la saison des germinations, celle où ils allaient planter leurs graines, et la saison des récoltes ou des moissons, où ils récoltaient ce qui leur servait pour leur nourrir. Voilà pour ce premier panorama historique de l'astronomie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième vidéo portant sur ce sujet, qui suivra directement et qui fera référence principalement au monde helléniste de la Grèce antique et des principales percées qu'ont pu faire Claude Ptolémée, Hipparque ou encore Platon. Et comment ils ont influencé pendant de nombreux siècles l'ensemble des scientifiques. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve une prochaine fois pour la suite de cette mini-série de vidéos sur l'astronomie. Bye!